Bonjour à tous, on est absolument ravis d'être parmi vous ce soir donc, pour ces débats donc, auxquels vous pourrez participer. On vous l'a dit, on attend vos questions avec impatience. Aujourd'hui, l'interactivité, c'est quelque chose de très important. Alors, on va aborder ce premier face-à-face. Je ne représente pas mes invités puisque Emmanuel donc, vient de le faire donc, tout de suite. On aura donc 3 parties. On va structurer ces débats en 3 parties. D'abord, donc, promouvoir cette raison d'être de l'entreprise et l'engagement des collaborateurs. On va ensuite parler de la façon dont on va répondre aux besoins d'autonomie et de participation aujourd'hui à cette quête de sens finalement qui est de plus en plus importante, on le voit bien, notamment auprès des jeunes générations, mais qui finalement est transgénérationnelle aujourd'hui. Et puis on parlera de la manière dont on peut favoriser ce dialogue professionnel, donc dialogue professionnel et dialogue social, comment les conjuguer aujourd'hui. Alors, Jean-Dominique Sénard, on va démarrer avec vous, donc avec cette fameuse loi Pacte de 2019 qui a instauré cette notion de raison d'être pour les entreprises en partant du constat que finalement, cette recherche de profit aujourd'hui, elle ne peut pas être la seule finalité des entreprises. On sent bien qu'il y a quelque chose d'autre, que le matin, on a tous envie de se lever pour effectivement faire quelque chose de plus, pour apporter quelque chose, notre pierre à la société, de quelque manière que ce soit. Donc cette recherche de sens, elle est aujourd'hui donc de plus en plus présente dans les entreprises. Elle se traduit à la fois donc avec cette recherche d'écoute, de respect, de reconnaissance. C'est vraiment un mouvement de fond, selon vous, Jean-Dominique Sénard? Bonjour, en tout cas, et merci de votre accueil. Je pense que oui. Et en me disant ça, c'est un peu avec un certain soulagement parce que il y a 4 ou 5 ans, lorsque j'avais le bonheur de travailler avec Nicole Notat sur ce sujet, en introduisant, au fond, ce beau mot français qui est la raison d'être, qui avait donné, d'ailleurs... beaucoup de difficultés dans l'esprit des grands juristes de l'époque, parce que c'était un concept qui n'était pas tout à fait cadrable dans le monde juridique français. C'est avec un soulagement que je vous dis que je pense que nous sommes dans un mouvement de fond, parce que ce n'était pas évident à l'époque. On avait en quelque sorte un petit peu osé. Le sujet avait été reçu assez fraîchement, je dois dire. Si curieusement, c'était quelque chose qui choquait un peu. Mais enfin, j'étais moi-même profondément convaincu que nous étions en train d'évoluer dans le monde social et le monde du travail, notamment en France, mais pas que. Je pense que le sujet est aussi européen. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on peut se dire que la raison d'être reste quand même le socle premier pour toute entreprise qui se respecte. Au fond, c'est quand même très difficile de se lever en se disant que notre entreprise n'a pas de raison d'être. Imaginez-vous quand même, le simple fait de le dire, c'est compliqué. Mais surtout, au fond, si on veut bien y réfléchir, au-delà du mot, du terme, il s'agit de définir, au fond, ce qui caractérise l'entreprise véritablement, d'abord aux yeux des collaborateurs et aux yeux de l'extérieur, ce qui fait sa différence, ce qui fait sa racine, et ce qui fait son futur, ce que j'appelle souvent l'étoile polaire. Parce qu'au fond, il y a ce lien entre la racine de l'entreprise, certaines sont très anciennes, d'autres moins, mais quand même, elles ont des racines, et puis ce qu'elles doivent devenir dans l'avenir. Et si on n'est pas capable de tirer ce trait et ce lien, eh bien, manifestement, on se prépare à des moments difficiles dans l'entreprise. Donc, au fond, Pierre-André disait tout à l'heure, le sens. Au fond, c'est pas un mot si galvaudé que ça. Évidemment, tout le monde parle de ça en ce moment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Cette recherche de sens, cette espèce de sentiment que dans notre entourage, que ce soit en France, en Europe et même ailleurs, on perd des références, les personnes ne savent plus très bien à quoi, je dirais, se vouer. Les institutions, les politiques, les églises, tout ceci est un peu contesté. On se demande au fond qu'est-ce qui peut tenir dans l'avenir. Et on s'aperçoit que l'entreprise, finalement, est un socle considérable pour trouver des références et en quelque sorte les partager. Et donc la raison d'être est au cœur de ça. C'est au fond pour moi, pour toute entreprise, un peu comme le préambule de la Constitution pour un État qui a une Constitution, évidemment. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se sont quand même saisies de cette loi Pacte de 2019. Oui, alors évidemment, une loi, c'est fait pour être appliquée. C'était pas tellement l'idée de faire une loi, d'ailleurs, pour tout vous dire. C'était peut-être pour alimenter une réflexion plus profonde. Et puis ça s'est traduit par, effectivement, une loi qui, à l'époque, rappelez-vous, avait eu un sujet qui avait été un peu contesté, qui était celui de la modification de l'article 1833 du Code civil, qui n'avait pas été modifié depuis 1804,
et que nous avions osé, avec Nicole Notat, suggérer de modifier pour juste intégrer l'idée de l'enjeu environnemental et sociétal au-delà simplement de l'enjeu du profit, qui était en fait la définition un peu unique de la société à l'époque. Donc oui, là maintenant, je crois que le sujet est bien pris et bien compris. En tous les cas, l'expérience qu'on peut en avoir, c'est que lorsque cette raison d'être est vraiment bien établie, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure de la manière dont il convient de l'établir, eh bien, elle fait son devoir, c'est-à-dire que véritablement, elle a un impact formidable dans les équipes qui, je dirais, font vivre l'entreprise. Alors, Laurent Marquet de Vasselot, en même temps, cette raison d'être, elle est aussi critiquée, parce que certains disent, bon, est-ce que c'est pas finalement encore un peu une forme de greenwashing? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient fondamentalement d'entreprise ou qu'on plaque un peu sur elle en se disant, bah voilà, il faut bien en trouver une, donc on va essayer de trouver quelque chose? Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler, comme vous l'avez souligné, que c'est une notion relativement nouvelle dans notre droit positif. Elle procède, cela a été rappelé, du rapport de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Notat sur l'entreprise objet d'intérêt collectif, et elle a été incorporée dans notre droit positif par la loi de 2019. Donc c'est une notion tout à fait nouvelle. Pour apporter une précision sur la situation des entreprises et plus particulièrement des grandes entreprises, on sait aujourd'hui que plus de la moitié des entreprises du SBS 120 ont établi une raison d'être. Et on considère que pour une notion nouvelle, en tout cas on peut le considérer comme la notion de raison d'être, c'est déjà un indicateur qui est extrêmement positif. En revanche, on n'a aucune information chiffrée sur la réalité de l'élaboration de cette raison d'être dans des entreprises, quelle que soit leur taille, puisque toute entreprise, de la plus grosse PME à la plus petite TPE, peut effectivement élaborer une raison d'être. Donc c'est un point qu'on peut considérer comme positif, même si peu d'entreprises, à la réalité, pour tout dire à la vérité, l'ont incorporé dans les statuts. Mais nous, en tant que juristes, on considère que ce n'est pas un point significatif, mais c'est évidemment un point qui est pour nous très positif. En revanche, et probablement le sujet est d'importance, c'est une notion qui aujourd'hui est probablement insuffisamment connue ou peut-être mal comprise. Lorsque nous avons, sous l'égide de l'Institut de l'entreprise, avec l'aide du cabinet ELAB, interrogé les Français, nous avons sur ce sujet des indicateurs qui sont assez peu positifs. 59% des Français n'en ont jamais entendu parler. 12% des Français savent à peu près de quoi il s'agit, mais n'ont pas une connaissance approfondie de cette notion. Et 27% des personnes interrogées sont dans une situation qui est comparable, c'est-à-dire d'inconnaissance. Ça veut dire que sur une notion nouvelle, dont beaucoup de très grandes entreprises se sont emparées, on doit considérer qu'on a encore un effort probablement significatif au niveau des entreprises, pas de l'évolution des droits, mais au niveau des entreprises, pour faire porter cette notion, et c'est probablement le rôle des entreprises qui est très important dans ce domaine, et pour ne pas dire le rôle qui leur est attribué dans cette matière. C'est ça, et même ceux qui en ont entendu parler pensent souvent que c'est une question d'image quand même. On peut penser, alors ce sujet est lié à une autre question, c'est celle des efforts qui sont faits par les entreprises en matière de RSE. Si on interrogeait les Français sur la RSE, on aurait probablement des réponses de même nature. C'est-à-dire que c'est une notion qui reçoit, indépendamment de la portée certaine qu'elle a et de la valeur auquel nous croyons fondamentalement, elle est aujourd'hui une notion que les entreprises doivent non pas seulement inscrire au fronton de leur édifice, mais mettre en œuvre, et on y reviendra probablement, et élaborer pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit appliquée et qu'elle soit porteur de ce que Pierre-André vous appelez le sens dans l'entreprise. Et c'est probablement ça qui est tout à fait essentiel. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi des indicateurs qui sont extrêmement positifs, et cela a été rappelé, c'est qu'en réalité, dans le cadre, là aussi, de notre baromètre de l'Institut de l'entreprise, lorsqu'on interroge les Français sur l'entreprise, non pas sur le travail, mais sur l'entreprise, l'image que les Français ont de l'entreprise est extraordinairement positive en réalité. Et je citerai juste 3 chiffres et je n'en citerai pas davantage. 70% des Français, ils ont des personnes interrogées, ont une image positive de l'entreprise. Une image positive de l'entreprise. 58% des Français considèrent que l'entreprise, avant le gouvernement, avant les partis politiques, avant les institutions publiques, ont, et les termes ont leur importance, constitue un acteur qui est le mieux à même
d'améliorer le monde dans lequel on vit. Si les mots ont un sens, c'est une réponse extraordinairement positive. Et d'autres indicateurs de cette nature, 67% des Français considèrent que l'entreprise a une place structurante dans leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons avoir un débat sur la notion du travail, sur l'implication, mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que l'entreprise en tant que telle peut être un vecteur tout à fait considérable du développement de projets d'entreprise et du rôle très structurant que l'entreprise a dans la vie des Français. Et pour revenir à la question juridique que vous évoquez, non pas qu'on aime toujours faire du droit, mais enfin c'est quand même un élément de réflexion, on l'a incorporé dans la loi, je crois, et cela a été rappelé, que la conception du droit qui a été retenue est une conception qui est particulièrement souple. Si on reprend la disposition légale, elle se contente de dire que la raison d'être, ce sont les principes dont se dote l'entreprise et auxquels elle affecte des moyens dans l'exercice de son activité. Et lorsque le Conseil d'État a été amené à rendre un avis sur le projet de loi Pacte, il a utilisé des termes qui sont, je le crois, infiniment proches de ceux que nous avons dans notre dialogue commun sur ce sujet. Le Conseil d'État, qui avait compris cette dimension extraordinairement souple, faisait référence à 4 notions qui me paraissent essentielles pour alimenter la réflexion sur ce sujet. C'est la notion de dessein de l'entreprise, la notion d'ambition de l'entreprise, la notion de valeur, et enfin, en dernier lieu, les préoccupations de long terme de l'entreprise. La raison d'être, ça n'est rien d'autre que cela. Donc ça n'est, je le dis malheureusement, pas une question de droit, c'est une question de volonté de l'entreprise et de ses dirigeants de faire de ce sujet un sujet moteur au sein de l'entreprise, c'est-à-dire en fait de cumuler des performances économiques, sociales, sociétales, environnementales, et en quelque sorte de constituer un pacte moral au sein de l'entreprise pour faire avancer celle-ci. Alors pour en faire un sujet effectivement fondamental au sein de l'entreprise, Jean-Dominique Sénard, on le voit d'après le sondage, si les Français ne savent pas très bien qu'est-ce que recouvre cette notion, justement les collaborateurs aussi, et pourtant ce sont eux qui doivent être associés à l'élaboration, à l'implémentation, on va dire, de cette raison d'être dans leur entreprise. Alors comment faire, comment s'y prendre ? Il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être évoqué. Pour répondre à votre question, on dirait peut-être déjà sur la question de la RSE, que peut-être les Français connaissent mieux parce que le terme est peut-être plus usité, et puis on en parle beaucoup plus. Alors qu'en fait, pour moi, au risque de vous choquer, je vous dirais que la RSE est un concept qui, à terme, devrait probablement disparaître. Et le plus vite serait le mieux. Non pas absorbé par la raison d'être, c'est ça ? Non pas qu'on se débarrasser de la RSE, mais c'est que pour moi, la raison d'être la recouvre. Et si elle ne la recouvre pas, elle a un problème, voyez-vous. Donc, parce qu'on voit bien, on est de plus en plus conscient dans certaines entreprises, certaines plus que d'autres d'ailleurs, que finalement la RSE c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise et que s'il n'y a pas de RSE ou d'objectifs liés à ce qu'on appelle la RSE, la stratégie a un problème. Mais pour moi, la raison d'être est un peu un chapeau qui couvre, qui englobe la RSE, mais qui va bien au-delà d'ailleurs, parce que ça recouvre des principes, à mon avis, qui touchent le management, qui ne sont pas forcément directement intégrés dans la RSE. Voilà, donc pour moi, c'est un concept qui est peut-être mieux connu, mais qui est englobé dans la raison d'être, ça c'est indiscutable. L'autre sujet, et Laurent l'a fait ressortir, c'est qu'en effet, les Français, dans le sondage, sont extraordinairement confiants dans l'entreprise. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait un certain temps d'ailleurs que c'est le cas. Mais il y a un paradoxe en face de cela, puisque d'autres indications qui se recoupent à peu près, à quelques pourcentages près, mais peu importe, ils nous disent que dans les années 90, 60% des Français considéraient que le travail était important pour eux dans leur vie. Et aujourd'hui, ils sont autour de 25%, 23-25% selon les indications de sondage, ce qui est quand même un souci et un paradoxe par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors peut-être que le bon côté de la chose, c'est qu'on peut se dire que l'entreprise en effet un vecteur formidable pour permettre justement au travail d'être reconsidéré comme quelque chose d'important. En tous les cas, si ce n'est pas l'entreprise, je ne sais pas trop qui le ferait. Voilà, je crois que c'est ça qui est à retenir de ce propos de Laurent,
Alors, par rapport à votre question oui, directe... comment associer finalement les salariés? Alors, en effet, si on veut qu'une raison d'être tienne la route, si je puis me permettre cette expression, il est indispensable qu'elle soit travaillée de façon extraordinairement approfondie à l'intérieur de l'entreprise avant même d'être publiée. Et pour ma part, je dirais que plus on prend du temps pour réfléchir sur cette raison d'être, mieux c'est. Et que l'exercice même de travail sur cette raison d'être est en soi un révélateur formidable de la capacité de dialogue dans une entreprise, où parfois, quand il n'y a pas de dialogue, ça le crée. Et je me souviendrai toujours, puisque finalement, dans les années 2014-2015, j'ai souhaité que Michelin ait une raison d'être. C'était bien avant la rédaction du rapport avec Nicole Notat. On a quand même mis 3 ans. Alors, pour 3 ans, pour arriver à une signature de raison d'être qui s'exprime dans la façon suivante, en disant qu'on souhaite donner à chacun la meilleure façon d'avancer. Vous me direz 3 ans pour faire ça, c'est pas génial. Sauf que c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ces 3 années en Chine, en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, etc., ont été incroyablement fécondes de travaux, au point que dans certaines usines chinoises, tenez-vous bien, les gens travaillaient après les heures de travail pour travailler sur la raison d'être. Ça ne s'invente pas. Mais le résultat de tout ça, c'est que ça a donné lieu à des tas de réflexions. Au moment même où on était en train de transformer l'entreprise Michelin en entreprise responsabilisante, donc ça tombait bien parce que c'était au cœur d'une réflexion lourde, d'une révolution managériale. Au fond, on a atterri sur une formule qui est un peu simple, mais qui est très lourde quand on vient réfléchir. Bien sûr, il s'agit d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, c'est la technologie, c'est la mobilité durable, c'est tout ce que vous savez sur l'innovation, le client. Mais de l'autre côté, si on oublie l'autre pilier qui est d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, c'est-à-dire un épanouissement complet dans le travail, c'est-à-dire au fond une réflexion managériale extrêmement approfondie, et je vous disais que l'entreprise était en pleine révolution à ce moment-là, eh bien on oublie le principal pilier. Et au fond, d'une formule simple, on peut déduire quand même quelque chose de très fort, je crois, dans une raison d'être, c'est que vous avez d'un côté le pilier du client, avec l'innovation, etc. L'autre, le pilier du collaborateur et de son épanouissement dans la vie du travail. Si on oublie l'un, on part dans des moments très difficiles. Voilà ce que je voudrais vous dire là-dessus. Donc, c'est profond, il faut que tout le monde travaille. J'ai d'autres exemples, je peux vous dire, et puisque le président de Saint-Gobain est là, je me permettrai d'en parler, puisque j'ai l'honneur d'être référent de son conseil. La raison d'être de Saint-Gobain a été un modèle du genre aussi, je le dis sans flagornerie. Je pense que c'était extraordinaire, un travail très approfondi dans l'entreprise, qui est mondial, comme vous le savez, et qui aboutit à cette formule « Making the world a better home », qui a complètement fédéré l'entreprise au moment même où Pierre-André était en train justement de la responsabiliser par une décentralisation assez forte. C'est extraordinaire. Je vous le dis, je pourrais vous parler de Renault aussi, mais je ne vais pas vous embêter avec trop d'exemples. Bah, si, allez-y pour Renault quand même. Mais quand même, pour vous dire que pour Renault, on l'a fait aussi. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, il y a un peu plus de 4 ans, c'était un peu compliqué, on va passer sur des détails. Mais je me suis dit qu'au milieu d'un océan de complexité, la raison d'être de Renault était peut-être quelque chose qu'on pouvait réfléchir, et on l'a fait. Elle n'avait pas de raison d'être, cette entreprise. On a travaillé pendant 1 an et demi à peu près, 50 000, 60 000 collaborateurs dans le monde. Le digital a aidé un petit peu, si vous voulez aller un peu plus vite. Ce n'était pas forcément une panacée, parce que j'aimais mieux le contact physique de ces 3 ans de Michelin, où les gens se parlaient au moins. Le digital a un petit peu enlevé d'humanité dans le sujet, mais on est arrivé à cette formule qui parle aux gens de Renault aujourd'hui, et ça me fait plaisir, parce que ce n'était pas évident. Et la synthèse de cette raison d'être indique que nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Tous les mots comptent, et ce qui me fait plaisir, c'est que l'entreprise se retrouve derrière ça. Voilà. Donc c'est un travail de fond qui entraîne un immense dialogue, qui est très révélateur en tant que tel, et très très positif. Après, il faut la faire vivre. Alors justement, donc très concrètement, hein, Laurent Marquette-Vasselot, qu'est-ce qu'on peut proposer aux collaborateurs pour que cette raison d'être, elle ne reste pas seulement un concept, mais qu'elle se transforme vraiment en action? Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. La première, c'est celle qui vient d'être rappelée par Jean-Dominique, c'est celle de l'association des salariés à l'élaboration de la raison d'être, ce qui est l'étape première, mais qui est probablement indispensable.
Ensuite, nous avions, dans le cadre des travaux préparatoires à l'élection présidentielle de 2022, au sein de l'Institut de l'entreprise, élaboré un certain nombre de cercles de réflexion sur l'engagement des collaborateurs. Et nous avions publié un rapport qui s'appelait « L'entreprise change la donne ». Et parmi ces différentes mesures envisagées, nous avions réfléchi à un certain nombre de réformes qui permettraient, au-delà des questions relatives à l'élaboration de la raison d'être, de modifier le régime relatif à l'organisation du travail et de laisser, dans certains domaines, les collaborateurs être des acteurs concrets dans l'entreprise du projet qu'elle porte. On avait par exemple imaginé que puissent être mis en œuvre au sein de l'entreprise des temps productifs et des temps non productifs. L'idée des temps non productifs, c'est des temps qui ne sont pas pour les collaborateurs strictement dédiés à la finalité économique première de l'entreprise, mais qui très précisément portent pour le collaborateur des actions qui sont de nature à servir ce projet en matière sociale, sociétale, environnementale et tout ce qui porte en réalité la raison d'être de l'entreprise. Et on y voit en réalité une réponse à la quête de sens auquel Pierre-André vous faisiez référence, mais aussi probablement à un levier de performance de l'entreprise, probablement pas à court terme, mais sans doute à long terme. Ce sont des questions qui probablement ne peuvent pas être traitées de façon théorique ou dogmatique, ne sont pas transposables dans toutes les entreprises, supposent aussi probablement, et on l'a peut-être insuffisamment rappelé, un rôle des représentants du personnel, on y reviendra, de la négociation collective peut-être. On a aujourd'hui une évolution assez profonde depuis plusieurs années des dispositions applicables dans cette matière. On a des organisations syndicales qui sont représentatives, dont la représentativité est fondée sur l'audience électorale. On a un développement très profond du droit conventionnel. Il faut que les entreprises s'emparent de sujets en fonction de leur réalité concrète. Et il y a, je pense, en cette matière, une seule solution, c'est celle de traiter ces sujets au niveau de l'entreprise. Et encore une fois, c'est porteur d'intérêt pour l'ensemble de l'entreprise et pour l'ensemble de ses parties prenantes. Et puis il y a de nombreux autres dispositifs, mais ça, ce sont des rêves de juristes qui pourraient être mis en œuvre. On pourrait réformer les dispositions applicables aux activités pro bono, les rendre plus faciles, réformer le mécénat de compétences. Bref, faire en sorte, et c'est ça le mot d'ordre essentiel, que les collaborateurs soient impliqués concrètement dans la réalisation des actions que porte l'entreprise et qu'elle a définies dans le cadre de sa raison d'être. C'est ça, je crois, le vecteur essentiel de réussite de ces projets. Alors après notre première partie donc sur la raison d'être, on va voir maintenant comment répondre, donc partie 2, aux besoins d'autonomie des collaborateurs, à comment répondre à cette demande de davantage de sens dans leur travail, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, et comment cela doit se traduire en termes de management. Ça, c'est très important aujourd'hui. Il faut amener les managers à faire évoluer finalement leur propre raison d'être et puis leur pratique, leur comportement. Comment faire, Jean-Dominique Sénat? Voilà. Vaste sujet. Enfin, il y a un constat absolument fondamental qu'il faut avoir en tête pour répondre à cette question, c'est au fond ce qui motive une action. Voyez-vous, en travaillant sur le rapport des assises du travail, c'était donc pendant les 4 premiers mois de l'année 2023, en plein pendant, je dirais, la question des retraites. C'était donc un peu un pari, parce qu'il fallait essayer de trouver une forme de consensus auprès d'un nombre assez considérable d'acteurs du monde social français qui ont participé à ces travaux et qui ont travaillé pendant 4 mois de façon incroyablement intense, malgré tout ce qui pouvait se passer autour. Il est quand même ressorti quelque chose d'assez frappant de ce travail, c'est que notre pays, puisqu'il s'agissait surtout de la France, respire un besoin absolument incroyable d'écoute, de respect et de reconnaissance. Vous les avez cités, ces 3 mots, tout à l'heure. Je dirais que c'est la base même du constat qui a pu être fait pendant 4 mois. Mais on s'en doutait. On s'en doutait, sauf que je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est sorti par tous les pores de la peau, si je puis dire, de toutes les personnes qui ont travaillé. Et ça veut dire quelque chose et qu'il faut donc s'en préoccuper. Ce besoin d'écoute, de respect, de reconnaissance, j'allais dire touche toutes les entreprises.
Alors naturellement, quand on est chef d'entreprise, on se dit mais non, mais pas du tout, chez moi c'est pas pareil, ça marche très bien, on se parle, etc. La réalité, en fait, qui ressort de la part de tous les représentants communautaires, c'est que c'est pas encore le cas. Évidemment, il y a des cas individuels, mais la plupart du temps, dans notre pays, nous avons encore ça. C'est au point, d'ailleurs, je vais vous dire des choses que Pierre Ferracci pourra peut-être me contredire, mais il y avait énormément de monde dans les cortèges au moment de la question des retraites. Je crois pouvoir dire avec pas mal de force que 80% des personnes qui étaient dans ces cortèges s'intéressaient à autre chose qu'à la question des retraites. Ils s'intéressaient à la question de la reconnaissance, du respect et de l'écoute. Je peux vous le dire, je pense que les responsables syndicaux qui ont été en charge de tous ces cortèges le savent eux-mêmes très bien. Ça veut dire quelque chose. Alors, une fois qu'on a ça, moi je ne connais qu'une voie possible qui couvre un mot simple, qui est celui de la responsabilisation. Vous allez me dire que c'est facile à dire. Moi, je peux vous dire que c'est difficile à faire. Cette question de la responsabilisation touche l'ensemble de nos organisations qui nous entourent, nos entreprises, mais ça concerne également la fonction publique, puisque ce rapport des Assises du travail couvrait également les sujets portant sur la fonction publique. Ça couvre l'organisation des territoires, l'organisation de l'État. Et je pense que ce sujet, pour moi, est un sujet fondamental pour l'avenir du pays. Une fois que j'ai dit ça, comment fait-on? Voilà, comment font les managers? Alors, c'est à la fois simple et compliqué. Parce qu'en effet, il s'agit d'un changement de comportement de la part des managers qui doivent accepter de confier une forme d'autonomie à des équipes, mais qui ont le devoir de fixer le cap. Parce que la responsabilisation, pour moi, ce n'est pas l'autogestion. J'espère que chacun me comprend. C'est évidemment la responsabilisation encore accrue des dirigeants de fixer le cap et le bon, et de s'y tenir. Par ailleurs, il s'agit de confier une autonomie à des équipes, quel que soit le niveau de responsabilité, mais la contrepartie de ça aussi, de la part des équipes, c'est qu'elles doivent être responsables. Le mot est là. Et responsable, ça veut dire répondre d'eux. Ça veut dire être capable d'assumer cette autonomie qu'on vous confie. Vous voyez que ça part de façon simple, ça atterrit de façon plus complexe, parce que naturellement, ce que je vous dis là n'est pas exactement, j'allais dire, dans la nature humaine et ne sort pas forcément très naturellement. Donc, il faut réfléchir là-dessus, et pour parvenir à quelque chose je dirais, de plausible, il faut du temps. La responsabilisation dans une organisation, dans une entreprise, ou la fonction publique ou ailleurs, ça ne se fait pas en claquant les doigts. C'est compliqué, ça passe par beaucoup de formation. De la formation, évidemment, des managers, parce que compte tenu de ce que je viens de vous dire, vous voyez que leur responsabilité s'accroît en réalité. Non seulement elle s'accroît, mais elle change fondamentalement, c'est-à-dire qu'elle vient, si vous voulez, remplacer un rôle de contrôleur. Je commande le matin, je contrôle le soir, pour faire simple, un rôle de développeur de talent, un rôle de facilitateur. Je résous les problèmes de mon équipe. Mon rôle, ma noblesse, c'est de résoudre l'équipe, le travail de l'équipe, et surtout quand elle est complètement, je dirais, empêtrée dans des complexités. Et vous voyez donc que cette question-là, dans l'esprit de beaucoup de managers, alors c'était aussi un sujet qui portait sur ce qu'on appelle les managers intermédiaires, ce qui n'a dans mon esprit aucun caractère péjoratif, mais qui, en France, pendant 30 ou 40 ans, ont été quand même formés à autre chose. Donc cette révolution-là, elle prend du temps. Je parle de révolution managériale, parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Elle prend du temps, de la formation, et puis, parfois, il faut le reconnaître, des échecs, parce que tout le monde n'est pas capable de franchir ce seuil. Donc voilà, si je voudrais m'exprimer clairement, un rôle, je dirais, accru pour les managers, une responsabilisation accrue dans leur rôle, j'allais dire, de dirigeant, mais également une modification profonde de leur comportement managérial, et un rôle très différent des personnes qui sont autonomisées, si je puis dire, avec en plus le devoir pour ces personnes d'assumer complètement leur responsabilité, c'est-à-dire d'assumer un échec ou d'assumer une réussite. C'est, comme vous voyez, simple à dire,
c'est très complexe à mettre en œuvre. Alors justement, pour le mettre en œuvre, Laurent Marquez-Vasselot, quelles sont les pistes qu'on pourrait utiliser? Alors, le télétravail a évidemment révolutionné les choses avec la crise sanitaire, mais est-ce qu'on peut aller vers encore plus de flexibilité dans les horaires de travail? Comment mettre tout ça, on va dire, en facilitation dans l'entreprise? Oui, on a souvent déjà beaucoup parlé du télétravail, mais de façon plus générale, je pense que le point qui vient d'être relevé tient à un besoin d'autonomie très fort, exprimé par les collaborateurs et les salariés dans la période actuelle. Et je pense singulièrement, il y a un lien avec le télétravail et la période qui a suivi la pandémie et qui nécessite probablement une adaptation très, très significative de notre société. Notre droit a évolué pendant très longtemps en donnant davantage, et c'est heureux, de liberté à l'entreprise dans l'organisation du travail, dans l'organisation de la durée du travail. Il faut probablement aujourd'hui répondre à un besoin assez profond d'aspiration des salariés à plus d'autonomie dans leur organisation du temps de travail et dans la liberté. C'est-à-dire que derrière le concept d'autonomie auquel, Jean-Denis, tu faisais référence, il y a, je pense, derrière ce concept, le concept de liberté. C'est-à-dire que l'un est le pendant de l'autre. D'autonomie, de liberté, de responsabilisation. Et d'une organisation peut-être moins verticale. Alors, sans doute plus moins individuelle aujourd'hui. Et ça a été largement dit, de plus de liberté, et c'est lié à la responsabilité et à l'autonomie. Le philosophe nous dit que l'homme libre, c'est celui qui a conscience de ses actes et qui en répond. C'est vraiment, je pense, le cœur de notre sujet. Alors, ça suppose probablement, mais de façon mesurée, parce qu'il faut éviter toute hypertrophie normative qui serait probablement défavorable, des adaptations dans les modes d'organisation de la durée du travail et probablement des réformes dans cette matière, mais qui, de mon point de vue, doivent être conduites au niveau de l'entreprise et non pas par la voie d'une disposition légale qui probablement ne s'applique plus de façon uniforme dans toutes les entreprises. N'oublions pas qu'on est parti d'un droit des relations collectives qui est maintenant un droit au niveau de l'entreprise et où la place de la norme conventionnelle est essentielle. Et il faut donner probablement toute la portée à ce principe. Et puis la question que vous évoquez, elle est en réalité plus large que celle-là. Elle est d'une certaine façon celle de la remise en cause du salariat, c'est-à-dire du principe. Le salariat est fondé sur le lien de subordination. Si on donne une définition du contrat de travail aujourd'hui, elle est presque opposée, mon cher Jean-Dominique, à tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la subordination, le contrôle et la sanction. Ce que veulent aujourd'hui ceux qui sont en proie dans les entreprises à ces sujets, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire un mode beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre, qui n'exclut pas le contrôle, mais qui opère une révolution très, très significative. Et puis si on va au-delà pour conclure sur ce point, je pense que la réflexion, elle déborde en réalité le modèle du salariat, et elle va sur des modèles qui sont différents, celui du développement de l'activité indépendante, et qui suppose la réalisation et la mise en œuvre très concrète d'un certain nombre de points qui ont été soulignés dans le rapport, qui sont liés à la pluriactivité, qui sont liés à la nécessité probablement, compte tenu de l'effacement de la verticalisation et du salariat, de la nécessité de déterminer un socle commun de l'activité professionnelle indépendamment de son exercice sous la forme du salariat ou du travailleur indépendant, d'être en mesure de passer de l'un à l'autre, et puis de prendre un certain nombre de mesures qui, dans ce domaine-là, montrent qu'il y a un effacement. On pourrait aussi parler du portage salarial, qui est un régime indépendant entre le salariat et le travail indépendant. Donc il y a des évolutions très profondes, qui sont de nature un peu différente, mais qui sont quand même profondément liées au sujet de l'autonomie et de la responsabilisation. Donc beaucoup de sujets à traiter dans le domaine de l'autonomie, et puis naturellement, sur tous ces sujets, imaginer des évolutions qui prennent en compte l'intégralité de la carrière, et je pense notamment à l'emploi des seniors. Il est impensable que dans un pays comme le nôtre, on reste à un taux d'emploi des seniors qui est de 56%. L'Allemagne de mémoire est à 74%. Il y a des évolutions qui sont absolument nécessaires dans ce domaine. Dernier point, donc justement pour permettre le succès de cette démarche, qu'on va aborder rapidement, parce que malheureusement le temps tourne et on voudrait garder du temps pour bien sûr vos questions. C'est bien sûr, alors on a un petit peu évoqué déjà, c'est de permettre justement ce dialogue dans l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dialogue professionnel et puis le dialogue social, puis bien sûr le dialogue avec les syndicats qu'il ne faut pas oublier dans cette démarche-là. Ah ben, c'est clair, et le sujet d'ailleurs est évoqué dans le rapport des assises, ça ne vous étonnera pas, avec un point de fond qui consiste à insister sur le renouvellement de ce qu'on appelle le dialogue professionnel. Au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit
de permettre aux collaborateurs de l'entreprise d'avoir des discussions régulières dans un cadre à peu près ouvert sur l'organisation du travail et tout l'environnement qui tourne autour, afin de permettre, si vous voulez, cette espèce je dirais, de nécessité de combiner à la fois les besoins individuels qui sont de plus en plus affirmés et l'intérêt collectif de l'entreprise. Donc ce dialogue professionnel n'est en tous les cas pas opposé au dialogue social, qui lui demeure et est extrêmement intense, comme vous le savez, en France. Mais en revanche, le dialogue professionnel, il va alimenter le dialogue social. L'idée est que, au fond, le rôle des syndicats, des représentants du personnel sont parfaitement confirmés, mais eux vont signer des accords qui sont alimentés in fine par le dialogue professionnel qui, lui, devrait être un petit peu plus vivant dans notre pays. Il y a longtemps qu'on parle de ce sujet-là, je crois que ça remonte aux lois Auroux, enfin tu le confirmeras, mais dans la réalité, c'est pas forcément pratiqué. Et là, je pense que quand je parle d'écoute, de besoin d'écoute, ça tourne autour de ces sujets-là. Donc il y a un besoin de créer, d'institutionnaliser plus fortement ce dialogue professionnel qui, encore une fois, ne s'oppose absolument pas au dialogue social. Je crois qu'une fois qu'on a bien ça en tête, et évidemment la conséquence de tout ça, c'est que plus on va près du terrain, mieux on peut capter ces besoins qui se manifestent parfois de façon trop violente parce qu'ils ne sont pas perçus. Et donc il y a finalement, depuis un certain temps, je me souviens de quelques années où en tant que président du groupe Michelin, j'étais amené à trouver des moyens pour sauver des usines dans notre pays, et un des moyens de le faire, c'était de prendre le risque de donner à l'usine elle-même qui était en danger tous les moyens de connaissance des éléments pour tous les salariés, pour qu'ils eux-mêmes trouvent les solutions pour sauver l'usine. On prend des risques dans ces cas-là parce qu'à l'époque encore, on était dans le délit d'entrave, dans le risque de délit d'entrave qui, que je vous le rappelle, est un délit pénal. Même si depuis, je crois, quelque temps, on a supprimé les peines de prison. Mais enfin bref, mais si je vous raconte ça, c'est parce qu'en fait, je veux évoquer la question de la fameuse inversion des normes, où à un moment donné, on s'est dit, mais c'est l'accord local qui va primer, et c'est ça qui va sauver l'affaire. Et de fait, des exemples que j'ai en tête, 2 usines magnifiques en France qui étaient menacées d'être fermées, c'est par ce procédé-là que l'on a pu les sauver. Donc l'écoute sur le terrain, aller au plus près. La question de la création des représentants, je dirais, de proximité, qui est une notion importante, parce que, si vous voulez, tout le monde ne l'applique pas. Les ordonnances, qui sont parfois contestées, etc., en fait, autorisent la mise en place de représentants de proximité dans les entreprises. Ça veut dire que vous avez là des personnes qui ne sont pas destinées à créer des normes ou à bloquer des situations, mais qui sont là sur le terrain pour capter les besoins des uns et des autres et les faire remonter aux instances sociales plus élevées. Vous voyez tout un tas de dispositifs qui, finalement, une fois qu'ils sont mis en œuvre, et avec la bonne volonté qui va bien, sont de nature quand même à essayer de simplifier notre vie, et notre vie sociale en particulier. Laurent Marquet-Vasselot, alors ce dialogue professionnel, est-ce qu'il fonctionne vraiment aujourd'hui? Est-ce que justement il ne se fait pas quand même un peu au détriment, on va dire, du dialogue social et peut-être des syndicats traditionnels de l'entreprise? Il y a 2 questions dans votre Oui, parce qu'on est obligé d'aller vite. Alors, je vais aller très vite. Le droit d'expression, c'est très ancien. On le retrouve même dans le rapport Sudreau pour la réforme de l'entreprise 1975. La loi du 4 août 1982 l'a créé, dans des conditions pas très différentes de ce qu'on vient d'exprimer aujourd'hui. En réalité, c'est un droit d'expression directe et collective du salarié sur le contenu du travail, l'organisation du travail et les conditions de travail. Ce qu'on peut dire en 10 secondes, c'est que ça a été un échec en réalité. Ce droit n'a pas été appliqué dans l'entreprise. On a aussi le souvenir qu'il a été assez largement critiqué lorsqu'il a incorporé la notion de citoyenneté dans l'entreprise. On se souvient de ça dans les années 80. C'est un échec. Ce que je constate néanmoins, c'est que ce droit et les principes qu'il porte retrouvent une certaine vigueur, et je ferai notamment référence à un accord interprofessionnel du 19 juin 2013, donc il y a une dizaine d'années, qui a remis ce droit, un accord interprofessionnel, qui a remis ce droit sur le devant de la scène,
en faisant référence également à des notions qui viennent d'évoquer, c'est-à-dire des notions de qualité de vie, des notions de sens, et des notions qu'on a insuffisamment évoquées, mais qui sont liées, me semble-t-il, c'est celle de la prévention des risques relatifs à la santé et la sécurité au travail. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que tout ce que nous sommes en train de dire sur le sens au travail, sur l'écoute, sur la reconnaissance, sur le respect, on peut aussi considérer que c'est un volet de la prévention, des politiques de prévention des risques dans l'entreprise. Sur la deuxième question que vous évoquez, c'est-à-dire est-ce que c'est une entrave à l'exercice par les organisations syndicales des prérogatives qui leur sont conférées dans l'entreprise, je crois exactement que c'est l'inverse en réalité. C'est-à-dire que ces accords, et on en voit fleurir un certain nombre ces dernières années, sont des dispositifs qui procèdent d'accords d'entreprise, et que le sujet que vous venez d'évoquer, sur lequel il faut sans doute conclure, c'est-à-dire celui du dialogue social, est un sujet qui est en réalité lié avec celui qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que la réforme de la représentation du personnel par les ordonnances de 2017 a conduit à des réformes et à des mouvements dont chacun sait qu'ils sont extrêmement profonds par la simplification. Elle a fait, en tout cas un certain nombre d'observateurs le pensent, je pense à la Commission des affaires sociales du Sénat, au comité d'évaluation des ordonnances, a conduit pour partie à effacer le dialogue de proximité. Il y a 80 000 CSE aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 accords qui ont été signés pour mettre en place des représentants de proximité. Donc la réalité du terrain montre qu'on ne s'est pas emparé de cette réforme-là. Donc ça, c'est probablement un sujet majeur. Ce ne sont pas deux sujets de même nature, mais les deux dialogues doivent se nourrir, et naturellement, la question du dialogue social de proximité est, me semble-t-il, une question aujourd'hui tout à fait essentielle. Alors, avez-vous des questions? Donc, j'espère que vous en avez. On a gardé du temps pour ces questions, pour vous faire intervenir. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, alors je vois monsieur a une main qui se lève. Merci de vous présenter. Bonjour à tous, Basli Jorobi. Merci pour cette intervention. Ma question est la suivante. Si la raison d'être fait de l'entreprise un aide de raison, comment pourrait-on améliorer l'expérience du travail, Tribalium, dans un environnement économique progressiste en connivence et un monde en déchéance? Belle question, merci beaucoup, on est impressionnés. Oui, je ne sais pas si je sais répondre très directement à cette question, mais si vous parlez d'un monde en déchéance, etc. Bon, vous faites sans doute référence à l'actualité en général. Je le redis sincèrement, l'entreprise est en fait l'institution qui va régler la question si elle le veut bien, c'est-à-dire si ses dirigeants le veulent bien. Voyez-vous, j'avais écrit avec Nicole Notta il y a 4 ou 5 ans que l'entreprise était une institution politique. Ça avait choqué quelques personnes. La réalité, c'est qu'elle l'est, au sens noble du terme. L'entreprise a des parties prenantes. Elle en a 2 qui sont structurantes, qui sont les salariés et les actionnaires. Et puis, il y a d'autres parties prenantes qui, évidemment, vous les connaissez toutes et tous, qui gravitent autour de l'entreprise et qui attendent beaucoup d'elle et qui la portent. C'est donc bien l'entreprise et son nerf vivant, qui est au fond finalement l'ensemble des collaborateurs, qui vont régler cette question-là. Alors, votre question est assez philosophique dans un domaine. Bon, pardonnez-moi si je suis un peu trop terre-à-terre, mais l'expérience que je peux avoir et celle que je peux partager, c'est que c'est bougrement efficace. Et vous avez des entreprises aujourd'hui qui revivent et qui vivent une forme j'allais dire, de force intérieure et de libération d'énergie, grâce notamment à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je me permets de vous dire qu'il faut garder l'espoir. L'entreprise est capable de le faire. Les Français, puisqu'on parle des Français, sont confiants dans l'entreprise. Mais par contre, il faut qu'elle s'empare de tous ces sujets, parce que sinon, votre question restera longtemps sans réponse. Mais pour ma part, je suis extraordinairement optimiste. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors je vois 2 mains qui se lèvent, madame et monsieur devant. Bonjour, Yona Lefebvre du groupe ADECO. Merci beaucoup pour vos interventions et pour ces échanges de dialogue entre vous passionnants. J'ai une question peut-être plus pour Laurent Marquet de Vasselot en référence à ce que vous avez dit sur les mutations peut-être des statuts, les questions de pluriactivité, le fait que toutes ces mutations du travail, ces questions de flexibilité, d'autonomie nous amènent à repenser la question du modèle salarial. Justement,
quel est, ou peut-être quels sont les risques de ces mutations qui sont assez rapides. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de nouvelles formes de statuts, nouvelles formes de contrats qui apparaissent ces dernières années. Quels sont les risques pour notre modèle social, pour la pérennité de ce modèle social, et comment est-ce qu'on peut repenser ces évolutions pour qu'elles ne se fassent pas au détriment notamment des travailleurs, quand on sait que les droits sociaux sont très liés au statut en France. Merci. Les risques qui sont, dans un premier temps, inhérents à cette pluralité de statuts, c'est-à-dire qu'on vit une situation nouvelle, en ce sens qu'un certain nombre de collaborateurs, un certain nombre de travailleurs passeront d'un statut à l'autre, vont épouser des statuts qui sont aujourd'hui mal définis. On a, vous le savez, le sujet des travailleurs des plateformes qui a été évoqué, qui pose encore un certain nombre de difficultés, qui va faire l'objet d'une directive européenne. On voit bien par ailleurs que le régime du portage salarial est un régime qui est incertain, parce que comme beaucoup de dispositions légales, il est susceptible de faire l'objet d'un usage abusif et que dès lors, il peut générer un certain nombre de difficultés. Mais je crois que la ligne que nous devons mener, c'est celle précisément, compte tenu de la diversité de ces statuts, qui est une réalité qui, à mon avis, est évidente et que l'on va rencontrer de plus en plus. Il faut très précisément qu'on soit en mesure de définir un droit de l'activité professionnelle, sans remettre en cause, naturellement, les droits des salariés, mais de permettre ces mobilités d'un statut à l'autre, de sécuriser ces différentes mobilités et de faire en sorte que chacun soit titulaire de droits qu'il puisse. Et c'est l'une des dispositions, j'imagine que tu souhaiteras rajouter quelques points, mais c'est l'une des dispositions qui a été évoquée par le rapport issu des Assises du travail, c'est de déterminer des droits qui sont inhérents à toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et on peut penser notamment, pour des raisons qui tiennent à la protection de chacun, du droit de ceux qui exercent des activités à temps partiel ou des petits entrepreneurs qui ont en réalité très peu de droits et qui vont se trouver dans des situations extrêmement délicates dans des périodes de fin de carrière. Donc on a aujourd'hui à construire, je dirais presque paradoxalement, un droit protecteur exercé sous une autre forme que celle que nous avons traditionnellement connue d'un salariat avec un modèle unique et une amélioration de modèle de salariat. Donc on va vers un horizon totalement différent, qui est tout à fait à construire, qui n'est pas simple du tout en réalité, qui doit aussi être élargi probablement au secteur public, ce qui n'est pas non plus une chose aisée à faire, mais on va vers une évolution de ces modèles. Je dirais qu'il ne faut pas le réfléchir en termes de risque, mais en termes de nécessité de répondre à une évolution qui nous dépasse. Lorsqu'on interroge, il y avait un sondage très récemment dans Le Monde sur ces différents sujets, lorsqu'on interroge les jeunes, leur volonté d'exercer une activité indépendante, et on rejoint le sujet de l'autonomie auquel Jean-Dominique faisait référence, il est lié à l'ensemble de ces sujets, c'est-à-dire de ne pas être enfermé dans un statut unique et de rejoindre finalement cette forme de liberté qui est liée à la notion d'autonomie que nous avons évoquée. Je ne pourrais pas dire mieux, je veux juste dire une chose, c'est que la rigidité que l'on voit en France entre les différentes cloisons professionnelles, la plus grande étant le secteur privé, secteur public, pour ne pas faire dans les détails, est une des causes des soucis que nous pouvons avoir. Je pense que là, il y a un énorme travail. L'Institut de l'entreprise peut œuvrer pour trouver des voies et moyens pour inspirer les futures législations, pour ouvrir ce secteur-là. Un des chapitres, en effet, des Assises du travail porte sur la question de la portabilité des droits pour ouvrir et faire respirer ce monde français qui en a bien besoin. Je crois qu'on avait une dernière question, monsieur en bas. Voilà, on va vous apporter le micro tout de suite. Merci. Rapidement, oui. Merci, Jean-Yves Coche, ancien de Capgemini, et administrateur de société. La notion de métier peut-elle être, selon vous, un trait d'union entre l'entreprise, sa raison d'être, et le collaborateur, le travail et l'activité? Le métier est quelque chose qui s'acquiert par apprentissage ou par l'expérience. Il permet de capitaliser des savoir-faire, des compétences. Il s'emporte avec soi quand on change d'emploi ou d'entreprise. Et sans doute permettrait-il de valoriser le collaborateur dans la durée. Et donc favoriserait son engagement dans l'entreprise également dans la durée. Engagement dont on sait qu'il est aujourd'hui vu avec circonspection, voire de manière éphémère. Je suis très sensible à ce que vous dites là. La notion de métier, d'ailleurs, dans l'entreprise, tout chef d'entreprise le sait, est un problème en soi
à régler dans l'organisation. La notion d'expert vient de là, si vous voulez. Comment gérer les experts par rapport à ceux qui ne le sont pas, parce qu'ils ont un métier particulier, parce qu'ils ont une singularité, etc. Donc c'est un des grands sujets déjà qui se posent dans la vie même des entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors de là d'en faire un vecteur je dirais, d'horizontalité pour permettre justement ces transferts, pourquoi pas? Ça reste quand même encore un concept assez un petit peu difficile à cerner, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Peut-être que c'est un des vecteurs. Je ne prétends pas avoir la solution à votre question. En revanche, là aussi, je pense que l'Institut d'entreprise peut travailler là-dessus, parce que c'est peut-être un des moyens. Je distribue les travaux, je m'excuse. On ne pourra pas tout faire. Non, mais enfin, après tout, oui, mais enfin, on est dans les sujets de fond. C'est peut-être comme ça qu'on peut résoudre cette question de transversalité. J'en suis pas sûr, très honnêtement. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas certain que ce soit si simple. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Peut-être vous vouliez conclure d'un mot, Jean-Dominique Sénard, un mot de remerciement notamment. Vous me l'inspirez, évidemment. Merci d'avoir été aussi attentif et merci d'avoir eu la patience de nous entendre. Je crois sincèrement que nous tenons là, j'allais dire, un élément qui est, pour ma part, me paraît être un des éléments les plus profonds de notre société française aujourd'hui. J'ai évoqué la responsabilisation comme étant une inspiration nationale. Pardonnez-moi, c'est un peu un mot euphorique, mais qui, quand on veut bien creuser les choses, est très exact. Nous souffrons dans notre pays à peu près partout d'un excès de verticalité. Et je le dis sincèrement, on n'en sortira pas si on ne résout pas cette question. La responsabilisation à travers ce que je viens de dire s'applique partout. Et je prétends, mais peut-être que c'est un peu excessif, que c'est une façon très honnête et raisonnable de résoudre les questions sociales en France, et pas que. Voilà. Merci beaucoup, merci à nos intervenants, on peut les applaudir.